Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Tout d'abord, je tiens à vous remercier très sincèrement pour vos messages de soutien suite à la censure par YouTube de ma chaîne. Nous sommes effectivement tous clairs sur ce qui va se passer et ce qui se passe en ce moment. Mais les choses vont changer, en fait elles ont déjà commencé à changer et je pense que nous serons aux premières loges pour voir la vérité triompher parce que c'est inéluctable et parce qu'il me plaît de le croire. Voilà, nous allons maintenant commencer notre petit point info du jour et on commence avec le second procès pour la mise en accusation de l'ancien président Trump qui s'est terminé par un acquittement. Les 43 sénateurs qui ont voté pour l'acquittement de Trump sont tous républicains. Tous les démocrates ont voté pour le condamner, sauf 7 républicains qui ont rejoint les démocrates. Aujourd'hui, ces 7 personnes sont confrontées à la réaction de leur propre parti. En effet, les sénateurs qui ont voté pour la condamnation risquent la censure de la part de leur propre parti. Le comité exécutif du Parti républicain de Louisiane, par exemple, a voté à l'unanimité pour censurer le sénateur Bill Cassidy. À cause de son vote, ils se sont dit profondément déçus par son vote. Le Parti républicain également de Caroline du Nord, qui a condamné le sénateur Richard Burr pour son vote. Nous avons également le président du Parti républicain de Pennsylvanie, Lawrence Tabas, qui a partagé qu'il était très déçu et de nombreux dirigeants et bénévoles du parti l'ont rejoint concernant bien sûr le vote du sénateur Tomei. Les 4 autres républicains qui se sont rangés du côté des démocrates étaient Mitt Romney, Susan Collins, Liz Murkowitz et Ben Sasse. Le Parti républicain du Nebraska devait censurer Sasse, mais la réunion a été retardée en raison de conditions météorologiques. Et selon l'Atlantique, le Parti républicain de l'Utah fait circuler une pétition pour censurer Mitt Romney, le qualifiant d'agent de l'État profond. Intéressant. Alors que les 7 font face à des réactions négatives de la part de leur propre parti, le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, les a félicités, les qualifiant de patriotes républicains. Alors maintenant que l'ancien président a été acquitté, quelle est la prochaine étape? Un républicain de premier plan laisse entendre que Trump n'en a pas fini avec la politique ni avec le parti républicain. Effectivement, le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a donné des indications sur les prochains coups de Trump dimanche. Il a déclaré à la Fox News que Trump était prêt à aller de l'avant et à reconstruire le parti républicain. Il est enthousiaste, dit-il, pour 2022. La déclaration de Trump, de son côté, donne également quelques petits indices. Il a écrit « Notre mouvement historique, patriotique et magnifique visant à rendre l'Amérique à nouveau grande ne fait que commencer. Dans les mois à venir, poursuit-il, j'ai beaucoup à partager avec vous et je me réjouis de poursuivre notre incroyable voyage ensemble pour atteindre la grandeur américaine pour tout notre peuple. » Il l'a qualifiée de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de notre pays, mais maintenant qu'elle est terminée, il déclare « Nous avons tant de travail devant nous et bientôt nous nous en sortirons avec la vision d'un avenir américain brillant, radieux et sans limite. » Fin de citation. Les avocats de Trump, quant à eux, fêtent dignement leur succès. Ils ont fêté leur victoire samedi après que le Sénat ait acquitté Trump pour la 2e fois. L'avocat Bruce Castor a dit « Moi-même et M. Van Der Veen et les autres membres de l'équipe sommes extraordinairement heureux que le Sénat des États-Unis ait décidé, comme ils l'ont fait, de protéger notre mode de vie constitutionnel et de ne pas s'engager sur la voie des mises en accusation sans fin. » Fin de citation. L'avocat Michel Van Der Veen a dit de son côté « Je ne m'accroche à personne, nous avons terminé le combat dans cette pièce, nous l'avons fait tomber sur le tapis, nous avons gagné cette affaire, il n'y a plus d'enjeu, nous avons gagné non coupable, le Sénat n'a pas atteint la majorité des 2/3 nécessaires pour condamner Trump pour incitation à l'insurrection. » Il poursuit en disant que Trump a quitté ses fonctions le 20 janvier. La mise en accusation n'a donc pas pu être utilisée pour le démettre de ses fonctions, mais les démocrates espéraient qu'une condamnation le tiendrait responsable des violences du Capitole du 6 janvier et surtout l'empêcherait d'exercer ses fonctions à l'avenir. Les avocats de Trump ont fait valoir que son discours lors du rassemblement était protégé par son droit à la liberté d'expression
et ils ont dit qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une procédure régulière lors des audiences. Un peu plus tard, et en regardant vers l'avenir, M. Trump a déclaré, je cite, « Ensemble, il n'y a rien que nous puissions accomplir. Nous resterons un seul peuple, une seule famille et une seule nation glorieuse sous l'égide de Dieu. Et il est de notre responsabilité de préserver ce magnifique héritage pour nos enfants et pour les générations d'Américains à venir. » Fin de citation. En parlant de liberté d'expression, Parler est de retour, est en ligne. La plateforme de médias sociaux est de retour depuis un jour. Le PDG par intérim a déclaré à Just the News que l'entreprise avait déménagé chez d'autres serveurs, sans les citer. Donc la plateforme de médias sociaux a connu une hausse massive du nombre d'utilisateurs après l'élection du 3 novembre, car de nombreuses personnes ont quitté Facebook, Twitter et d'autres sites de médias sociaux par crainte de la censure. Après la violence du Capitole le 6 janvier, Google et Apple ont pris des mesures contre Parler et quelques jours plus tard, Amazon a mis fin à son contrat de service d'hébergement avec la société. Le PDG par intérim n'a pas révélé quelle société hébergeait Parler. Il a dit que la société utilisait des programmes d'intelligence artificielle et des éditeurs humains pour enquêter sur les discours qui violent les conditions de service. Il semble que Parler soit de retour et qu'elle ait l'intention d'y rester. Les États qui présentent des projets de loi contre les grandes technologies, il y a un recul croissant des grands big tech qui monopolisent le marché. Il y a 47 sénateurs du Dakota du Nord qui doivent voter cette semaine sur un projet de loi qui limiterait l'obligation faite à Apple et Google d'utiliser leur système de paiement. En effet, il faut savoir que les deux géants de la technologie prennent jusqu'à 30% des ventes d'applications sur les smartphones. Apple a récemment annoncé le programme pour les petites entreprises. Celui-ci réduit à 15% la part des entreprises éligibles qui gagnent moins de 1 million de dollars par an. Mais le marché monopolisé suscite de plus en plus d'inquiétudes. Cette bataille est passée au premier plan l'année dernière avec Fortnite, lorsque le développeur Epic a affronté Google et Apple dans une partie de procès. L'Apple Store et le Play Store ont tous deux retiré Fortnite en août dernier parce qu'il avait introduit son propre outil de traitement des paiements dans une tentative de contourner la réduction de 30%. Ce projet de loi, justement, vise à répondre à ces préoccupations. Alors, pour être très clair, il se compose de 3 parties, principalement. La première partie, je cite, « Il s'agit d'obliger un développeur à utiliser une plateforme de distribution d'applications numériques ou une plateforme de transaction numérique comme mode exclusif de distribution d'un produit numérique. » Ce qui laisse entendre que ces sociétés devraient autoriser l'achat d'applications en dehors de leur propre magasin. Deuxièmement, exiger d'un développeur qui utilise un système de paiement dans l'application comme mode exclusif d'acceptation du paiement d'un utilisateur pour télécharger une application logicielle ou acheter un produit numérique ou physique par le biais d'une application logicielle. Dans ce cadre, par exemple, Fortnite serait en mesure de traiter les paiements par le biais d'Epic plutôt que par un système de paiement Apple. Et enfin, troisième point, exercer des représailles contre un développeur pour avoir choisi d'utiliser un autre magasin d'applications ou un système de paiement intégré à l'application. Comme il s'agit d'un projet de loi d'État, s'il est adopté, il ne concernera que les paiements dans le Dakota du Nord. Malgré cela, il obligera Apple et d'autres entreprises à apporter à leur plateforme des modifications qui pourraient avoir des effets considérables. Selon le Bismarck Tribune, les partisans de ce projet de loi le qualifient de victoire, affirmant qu'il s'attaque au monopole d'Apple et de Google sur le marché. Les détracteurs du projet de loi disent qu'il équivaut à une ingérence du gouvernement dans les entreprises privées. L'ingénieur en chef d'Apple, chargé de la protection de la vie privée, a déclaré que le projet de loi menace de détruire l'iPhone tel que vous le connaissez et qu'il imposerait des changements qui porteraient atteinte à la vie privée, à la sécurité, à la sûreté et aux performances qui sont intégrées dans l'iPhone par sa conception. Fin de citation. Le projet de loi du Dakota du Nord est le dernier d'une série d'États à prendre position contre les big tech. Dans l'État du Texas, le sénateur républicain Brian Hugg travaille avec le gouvernement Greg Abbott et les législateurs de l'État sur un projet de loi qui empêcherait les entreprises de prendre des mesures
pour modérer le contenu des utilisateurs en fonction de leur point de vue politique. Le projet de loi prévoit aussi aux citoyens d'avoir un recours juridique s'ils sont censurés. Cette annonce fait suite à la nouvelle législation de la Floride qui pénalise les sociétés de médias sociaux qui censurent les candidats lors d'une élection. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré lors d'une conférence de presse la semaine dernière que les sociétés de médias sociaux ont commencé comme des plateformes neutres, offrant une voie libre d'expression. Mais maintenant, elles manipulent les informations et influencent les résultats des élections. Nous en avions déjà parlé dans une autre vidéo, mais la Floride exigera des entreprises qui font la promotion d'un candidat qu'elles enregistrent ses soutiens comme des contributions à la campagne politique. Le Nebraska est aussi un État qui a récemment introduit une législation qui imposerait des amendes aux sociétés de médias sociaux pour avoir violé les droits de liberté d'expression des utilisateurs du Nebraska. Le sénateur Kurt Friesen a présenté le projet de loi disant qu'il s'inquiétait du pouvoir des grands dirigeants technologiques de modérer les discours en ligne. Et New York qui envisage un projet de loi qui faciliterait les poursuites de l'État contre les grandes entreprises technologiques pour des questions d'antitrust. Autre sujet à présent, toujours en parlant de New York, le maire qualifie de troublante, voire très troublante, la dissimulation par l'administration Cuomo des informations sur les décès dus au Covid dans les maisons de retraite. De Blasio a dit effectivement que la dissimulation présumée de Cuomo est inquiétante. Le maire Bill de Blasio a demandé un compte-rendu complet de la situation vendredi. Il a déclaré sur l'émission The Brian Show: pensez aux personnes âgées, leur vie était en jeu et leurs familles qui cherchent désespérément à leur apporter l'aide dont elles ont besoin. Nous devons savoir exactement ce qui s'est passé ici, nous devons nous assurer que rien de ce genre de choses ne se reproduira plus jamais. Fin de citation. De Blasio a souvent été en contradiction ou en désaccord, en tout cas avec Cuomo, sur la gestion de la pandémie. Le New York Post a d'abord fait état de la prétendue dissimulation. Dans un enregistrement audio, le chef du cabinet du gouverneur New York, Melissa DeRosa, s'est entretenue avec une poignée de politiciens démocrates. Elle a déclaré que le bureau du gouverneur craignait que le ministère de la Justice n'utilise les chiffres contre eux. Elle a ajouté qu'ils étaient inquiets que le président de l'époque, Donald Trump, utilise l'information comme, je cite, un ballon politique géant contre eux. Ces commentaires du maire sont arrivés alors que Madame DeRosa cherchait à clarifier ses propos en déclarant que le bureau du gouverneur était complet et transparent dans ses réponses au ministère de la Justice. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.